Ce cliché pris vers 1910 représente des gardes indigènes dans leur chambrée à l'île Nou. Nous sommes à la fin du bagne. Les policiers kanaks ne sont plus logés dans des gourbis situés hors de l'enceinte du camp. Ils ont intégré des logements plus fonctionnels. Les tomates au sol rappellent celles utilisées dans l'actuel chantier de fouilles à l'arrière de la boulangerie de Nouville. Ils disposent désormais de lits, de mobilier et d'uniformes. Ils ont de vraies responsabilités. Sur la table, on peut apercevoir un trousseau de clés, symbole de leur fonction. Et le plus gradé lit un registre, preuve que ces emplois ont aussi servi d'ascenseur social. Nous sommes loin des premières escouades de policiers indigènes, redoutables guerriers recrutés pour la chasse aux évadés. Ils étaient une centaine en 1881 qui recevaient, outre les primes de capture, 1 franc par jour, plus la ration de vivres dite indigène, 1 kilo de riz, 180 grammes de biscuits, et auquel on fournissait chaque année 2 marmites et une couverture demi-usée par homme. De chasseurs de primes, les policiers indigènes sont devenus gardiens adjoints, palliant la pénurie d'effectifs de surveillants militaires, et ce, à bien moindre coût. Porte-clés ou matants redoutés, ils accomplissaient quotidiennement les tâches les plus dangereuses. La fouille des condamnés, la surveillance rapprochée des incorrigibles. Mais leur hiérarchie peut aussi les envoyer à la pêche pour améliorer le quotidien. Vue par le regard des condamnés, la police indigène constitue l'un des rares exemples qui bousculent les fondamentaux de la colonisation. Ainsi, le forçat suisse Lucien Josvel nous surprend-il en affirmant « J'admire dans ce pays la mansuétude à l'égard des Noirs. Il peut impunément tuer un blanc et même avoir une prime. Il est vrai que ce blanc ne compte pas. C'est un forçat, un animal sans nom, matriculé. »